Qu'est-ce que ça signifie pour vous être psychanalyste? Déjà, déjà, je voudrais m'arrêter sur le verbe être. Parce que être psychanalyste, ça me semble pas possible. Le verbe être, ça se rapporte à un état, c'est statique. C'est comme ça, c'est une fois pour toutes. Or, psychanalyste, ça me paraît plutôt relever d'un mouvement, un mouvement permanent, évolutif. Euh, Ça me paraît relever d'un devenir. C'est un processus. Et un processus qui modèle l'analyste avec chaque nouvelle analysant. J'ai envie de dire presque à chaque nouvelle séance d'analyse. Choisir le métier de psychanalyste, c'est accepter d'être en permanence remodelé. Donc on n'est pas analyste, on le devient en permanence. Et puis, on ne peut pas séparer le psychanalyste d'un côté et d'un autre côté l'homme ou la femme qui a choisi d'être psychanalyste. C'est-à-dire que tout comme le psychanalyste est en constant devenir, et ben de la même façon, l'homme ou la femme, le sujet, est sans arrêt remodelé. Que voulez-vous dire par remodeler? Mais remodeler, vous savez, quand on a reçu des centaines de patients, parfois pendant plus de 10 ans pour certains d'entre eux, et une à quatre fois par semaine, à force de les écouter raconter leur vie jusqu'au plus intime de leur quotidien, ben je ne sais pas si vous imaginez l'étendue du matériau auquel accède un analyste. Un matériau protéiforme qui vaut, à mon sens, toutes les bibliothèques du monde. Parce que dans ces milliards de mots qui sont livrés avec ou sans pudeur, on entend, on découvre l'infinie diversité de la façon dont un homme ou une femme vit sa vie. Il y est question de quoi? De la mort, du sexe, du passé, de l'avenir, du désir et de l'enthousiasme, des grandes peines, des espoirs déçus. Et ce qui se passe tout au long de la vie de l'analyste, je le vois comme une espèce de pesée permanente. Une pesée qui serait faite à l'aune de tout ce qui a été entendu auparavant. Un travail de mise en parallèle, de comparaison, de synthèse, une vision du même sujet sous de multiples angles différents. Et, et peu à peu, un travail d'intégration qui donne à voir à l'analyste quelque chose n'ayant plus rien de commun avec la vision première qui était seulement issue de sa propre histoire. Et puis si vous ajoutez à ce processus le travail que fait l'analyste sur lui-même, accompagné par son propre analyste, alors vous parvenez à une espèce d'alchimie qui aide peut-être à comprendre que sur un très grand nombre de sujets, l'analyste acquiert une perspective bien plus vaste, issue de l'expérience de vie de centaines de patients, tous uniques, singuliers. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce que cela peut remettre en cause
d'une façon profonde. Bon, des croyances, évidemment, et parfois même des valeurs, le possible et l'impossible, l'important et le négligeable, le dérisoire. En fait, c'est comme une paire de lunettes, souvent radicalement différentes, qui se proposent à nous, peu à peu, tout au long de notre analyse personnelle, et puis dans l'après-coup de l'analyse, et puis encore pendant toutes les années d'exercice de la psychanalyse, en mutation constante dans l'intimité du cabinet, avec chaque analysant. Et donc, dans cette conception que vous évoquez du métier de psychanalyste, qu'est-ce que ça signifie pour vous, être psychanalyste? Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est recueillement, exigence et renoncement. Et je commencerai par exigence parce que ce métier demande énormément d'investissement personnel. Contrairement aux idées reçues, l'analyste s'implique fortement, mais d'une façon bien particulière. J'ai envie de dire qu'il paye de sa personne. Et il paye de sa personne non pas à cause de ce qu'il fait ou à cause de ce qu'il devrait être obligé de faire, il paye de sa personne à cause de ce qu'il s'interdit de faire. C'est-à-dire? Par exemple, il s'interdit de conseiller. L'analyste, ça n'est pas un maître à penser, hein. Et il n'a pas les bonnes réponses. Il ne dispose pas d'un savoir universel qui lui permettrait d'indiquer la meilleure direction, de faire le meilleur choix, de prendre la meilleure décision. Ce serait donc une erreur de conseiller un patient? Oui, dans l'absolu. Dans l'absolu. Et pourtant, il arrive parfois que cela ne soit pas évitable. Freud n'hésitait pas à parler de post-éducation, hein, à propos de la cure. Alors ça ne signifie évidemment pas que l'on doit s'ériger en maître, mais il arrive que quelque chose doive être dit de l'ordre du conseil, avec ce qu'il faut de forme pour ne pas être intrusif. Bon, et puis il y a les situations d'urgence, hein. Les situations dans lesquelles manifestement le patient est en danger. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. Il faut dire les choses très clairement. Vous avez dit exigence, recueillement et renoncement. Oui, et l'idée de renoncement colle à ce que je viens de dire sur l'exigence, il me semble. Parce que être analyste, c'est renoncer au narcissisme, à un quelconque ascendant sur le patient, que ce soit par le pouvoir ou par le savoir. C'est presque une ascèse que ce renoncement-là. L'analyste serait donc silencieux? Principalement, mais pas systématiquement. Il ne faut pas en faire un dogme. Renoncer au narcissisme, comme je viens de le dire, c'est de l'ordre de la progression. Un jeune analyste va peut-être devoir souvent penser tais-toi, n'étale pas ta science, c'est l'autre qui a la parole, intervient juste à propos. Et puis, avec le temps,
l'analyste intègre cette contrainte. Une contrainte qui devient une véritable évidence. Donc oui, silencieux, silencieux parce que respectueux de la parole du patient, mais pas muet. D'ailleurs, il arrivait à Freud de faire des cours de psychanalyse express à certains de ses patients. Quand notre intuition nous dit que c'est le moment de dire certaines choses, alors il faut les dire. Exigence, renoncement et enfin recueillement, disiez-vous. Oui, par la force des choses. Être analyste, c'est faire l'expérience du recueillement. Être recueilli, se recueillir, c'est s'abstraire du monde extérieur et se tourner vers sa vie intérieure. C'est être à l'écoute de ce que l'on ressent, être attentif à la façon dont la parole du patient résonne en nous. Limiter notre univers à cette bulle, en quelque sorte, qui se forme dès lors que l'un se met à parler et que l'autre écoute. C'est ça, un travail d'inconscient à inconscient. Pendant les présentations de patients, quand je vois un jeune analyste prendre des notes à toute vitesse, j'ai envie de lui dire mais lâche, laisse passer, reste flottant. Vous savez, cette fameuse attention flottante de l'analyste, cette épuisette avec la bonne taille de maille. Des mailles juste assez larges pour laisser filer la parole creuse et des mailles juste assez fines pour recueillir la parole pleine, la parole précieuse. Et puis il y a l'autre versant du recueillement, c'est-à-dire non pas se recueillir, mais recueillir, cueillir, ramasser, capter quelque chose, un peu comme les abeilles recueillent le pollen sur les fleurs, si vous voulez, et peu à peu, eh bien, rassembler en un tout des choses éparses, cueillies en des endroits différents, pour voir naître peut-être une interprétation. C'est un métier difficile, psychanalyste. J'ai envie de reprendre la jolie phrase d'André Green qui disait c'est un métier éprouvant, mais si nous continuons à l'exercer, c'est parce qu'il y a de tels moments de grâce.